passe donc à l'actualité internationale et la crise devenue conflit ukrainien. Déjà, comment comprendre cette situation ? Alors, on va procéder par étapes et essayer d'être synthétique. Premièrement, il faut que vous ayez dans la tête que l'Ukraine, c'est la terre des frontières, hein, c'est l'un des sens, c'est étymologiquement lié entre l'Ukraine, c'est en partie la frontière. L'Ukraine est un territoire mouvant, comme un des territoires les plus mouvants de toute cette région qui est sismique, qui est la Mitteleuropa. On va vous mettre des cartes, là sur les 4 grandes périodes de l'Ukraine. Donc vous avez la période la Rousse, donc qui est la période le berceau de ce qu'est la Russie aujourd'hui, qui est en Ukraine. Vous avez la période, disons, d'impérialisme balte et ottoman. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les peuples qui sont géniards aujourd'hui, ou qui se plaignent beaucoup, comme les Polonais ou les Baltes, ont été les terreurs de cette région pendant des siècles. On l'oublie, et tout le monde fait semblant de l'oublier. Ensuite, vous avez l'époque impériale russe, et donc vous avez le XXe siècle, où la Pologne et l'Ukraine vont, au gré des conflits et des rétablissements de frontières avec déplacement de population. Je vous rappelle que énormément d'Allemands sont expulsés de ces territoires après le Second conflit mondial, à raison, d'ailleurs sous l'impulsion de Churchill, qui faisait savoir que les bonnes frontières font les bons voisins, ce qui est un état de fait. Bon. Et qui essayait de prendre à l'Allemagne sa politique des minorités, dont elle s'est servie pour faire éclater le Second conflit mondial. Je vous le rappelle, la question des Allemands des Sudètes, la question du corridor de Danzig. L'Ukraine, malheureusement, l'Ukraine actuelle, est liée au soubresaut de l'histoire du XXe siècle parce qu'elle est en réalité une volonté de Lénine. Au sein de la politique des nationalités, vu que pour l'empire des tsars étant pour lui, Romain Bessonnet l'explique extraordinairement, pour Lénine, c'était la prison des peuples. Et donc, on a fait apparaître des frontières là où pour les peuples, il n'y en avait pas. Vous comprenez ? Et ça, c'est une révolution dans la vie des populations. Or, c'est quoi l'ensemble ukrainien ? C'est une partie russe à l'est, une partie ukraino-ukrainienne, ukrainophone à l'ouest, une partie de langage mêlé d'ailleurs avec 3 langues et non pas 2 au centre, et une petite zone magyarophone après le Second conflit mondial, parce qu'il faut en revenir là. L'Occident s'obsède de la menace soviétique, c'est le fameux grand film, le plus grand film, Tolkien, enfin Le Seigneur des Anneaux enfoncé, Star Wars enfoncé, Le Parrain enfoncé. La plus grande suite cinématographique que les Américains ont pondue du XXe siècle, c'est la guerre froide. On y a tous cru. À partir de George Kennan, il y a une double obsession chez les Américains. Et il faut que vous compreniez ça parce que faut que vous voyez que c'est toujours dans la tête des Occidentaux. Et ça, c'est dramatique. Kennan va d'ailleurs lui-même s'en plaindre avant de mourir dans les années 90. Il s'en plaint, je crois, pendant les années Gorbatchev. C'est le fameux containment. Contrer et bloquer l'influence soviétique et russe. Après le containment, vous avez le rollback. C'est-à-dire, d'abord on les arrête, ensuite on les renvoie. Il est vrai que les grands seigneurs de la guerre froide, les hommes qui ont fait notre monde, ceux qui ont fait la mondialisation, etc., c'est-à-dire les grands planificateurs de la guerre froide, Ball, Kennan, les frères Dulles, que nous allons peut-être finalement l'éditer nous-mêmes, la biographie des frères Dulles, parce qu'il est peut-être grand temps que tout ça s'arrête, et que l'historiographie américaine de pointe arrive enfin en France, parce que malheureusement, universitairement, nous devenons une Albanie mentale de plus en plus. Et vis-à-vis des Russes, ça ne faisait que transposer. Guy Métan, le journaliste suisse, avait fait un ouvrage sur les 1000 ans de méfiance de l'Occident sur la Russie, une méfiance qui n'est même pas contre le peuple russe, qui est juste parce que c'est les marches de l'Est par lesquelles les envahisseurs, et entre autres les Mongols, sont arrivés. L'angoisse de l'Est.
Il y a plusieurs angoisses dans l'histoire des différents peuples, des différentes civilisations européennes. Il y a l'angoisse de l'Est et il y a l'angoisse du Sud. Mais l'angoisse du Sud, elle est beaucoup plus récente. Pour une raison, c'est que l'Afrique a été vide très longtemps. Hein, le vrai père de la théorie du grand remplacement, donc le capitaine d'Henry, il écrit dans les années 1900. Avant, la peur, c'était les nomades de l'Est. C'était pas c'était la menace jaune. Voilà, c'était la menace jaune, c'était pas encore le sous-continent indien, le camp des Raspail, ou aujourd'hui l'obsession arabe et africaine d'Afrique noire. Bon. Or, le problème, c'est qu'on va intérioriser ces réflexes que nous aurions dû analyser, peut-être même psychanalyser, à la fin de la guerre froide. Et d'ailleurs, Kennan va, sous Gorbatchev, ou un peu avant, enfin il est mort très âgé, il dit « Mais attendez, ça y est, c'est fini, arrêtez, sortez de là !» Le problème, c'est que l'Occident ne veut pas sortir de là, n'a pas voulu sortir de là. Et donc, que s'est-il passé par rapport aux faits ukrainiens ? Et là encore, je n'excuse personne. L'acte qu'a fait la Russie est un acte grave au point de vue du droit international et doit être condamné comme tel. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr, et je vais m'en expliquer, que les Occidentaux soient bien placés pour condamner un tel acte. Reprenons. La guerre froide se termine, les Américains restent vis-à-vis de la Russie dans cette pensée du containment. Gorbatchev, lui, est dans une pensée qui est une pensée... Il y a deux grands courants géopolitiques en Russie. Pour être schématique, les slavophiles, les occidentalistes. Les slavophiles vont donner les Eurasiens. Aujourd'hui, le plus connu est Douguin. Bon. Et les occidentalistes sont des gens pour qui la Russie, avant tout la Russie jusqu'à l'Oural, est pleinement occidentale, pleinement européenne d'abord, pleinement occidentale ensuite, quand l'Europe ne sera plus un sujet, c'est-à-dire en fait très tôt, hein, dès la fin de la Première Guerre mondiale, et qu'il n'y a pas de raison de renvoyer la Russie vers l'Asie. Ce qui est l'idée de la plupart des Européens, et il ne faut pas oublier que c'est l'un des cœurs de la propagande hitlérienne. Pour les Germains, puisque là les nazis l'héritent du pan-germanisme, hein, très clairement, les Russes ne sont pas des Européens, ils sont porteurs ils sont turco-mongols, et d'ailleurs ça se retrouvera chez des histrions d'extrême droite dont certains ont fait des grands happenings à Notre-Dame pendant la manif. Cette idée que l'Asie avait perverti le peuple russe, qui est en plus vraiment la logique raciale dans son horreur, quand tu vois les extraordinaires civilisations asiatiques d'Asie jaune, tu te dis qu'elles abâtardissent, c'est de la psychiatrie. Et cette haine de la Russie va se maintenir. Et pendant que Gorbatchev lui pense en bon occidentaliste à la fameuse maison commune, c'est-à-dire acceptez-nous, nous ne sommes plus un risque, écoutez, la Russie est en train de s'effondrer. Et là, on a été russophile, l'Occident. Sauf les Français. Les Français ont été assez tristes. Hein. Nous, on a envoyé beaucoup de gens, ça nous a donné un homme exceptionnel comme Jacques Sapir, hein, qui était en Russie pendant ces années maudites. Pendant que la Russie s'effondrait, on était très, très russophile. On aimait bien la Russie quand elle était en train de crever, et c'est la même chose que c'est la même francophilie que la francophilie des Otto Abetz et des Ernst Junger. C'est-à-dire, on aime la France quand elle est en train de crever. Si vous voulez, cette francophilie germanique, c'était ça, et la russophilie de l'Occident des années 90, c'était ça. Or, revenons un petit peu sur ce que la Russie a vécu. La Russie a vécu un dépeçage territorial, avec entre autres l'émergence de la question tchétchène. La Russie a vécu la division de son PIB par deux. La Russie a vécu que la totalité, 50% du PIB russe a appartenu à 7 personnes, les fameux 7 oligarques historiques. La Russie a vécu que l'espérance de vie moyenne des Russes a perdu 6 ans. La Russie a vécu que 1 million de jeunes filles russes ont été vendues dans les bordels, sur les trottoirs d'Europe et sur les trottoirs du Moyen-Orient, enfin sur les bordels du Moyen-Orient. Voilà ce qu'a vécu le peuple russe. Il a vécu la corruption, il a vécu la vente à la découpe de l'État,
il a vécu le nouveau temps des boyards. Si vous voulez avoir une idée de ça, lisez les ouvrages de Jacques Sapir de l'époque, Le chaos russe, lisez Yannick Jaffray sur Vladimir Bonaparte Poutine, lisez La Russie sous l'avalanche de Solzhenitsyn. Voyez les grands Russes qu'on a tant aimés quand ils étaient anti-soviétiques, mais qu'on a haïs et qu'on a craché sur ces hommes quand ils sont rentrés dans leur pays pour essayer de l'aider, les Zinoviev, les Solzhenitsyn, qu'on a traités comme des chiens crevés à la fin de leur vie. On les a portés au nu et après, chiens crevés. Donc, vieille méthode occidentale. Et arrive Vladimir Poutine. Et le meilleur moyen de comprendre Vladimir Poutine, c'est encore de le lire. Voyez ? Là, vous avez commenté, analysé et in extenso ces écrits de cette période-là. Là, c'est le Poutine de la prise de pouvoir, donc c'est le Poutine de 91-2000. Le tome 2 est en préparation. Aux éditions Jean-Cyril Godefroy, dans la condition de votre serviteur. Poutine est un homme qui a vu la Russie mourir 2 fois. En 91 et en 99. Après la crise asiatique, qui, je le rappelle, n'est pas liée à la Russie. La Russie est abattue par cette crise, par la crise économique qui est liée à un système économique foireux qui vit de ces crises, et ça, je vous renvoie, et qui est fondé sur le roi dollar. Je vous renvoie aux analyses de Norman Palma sur cette question. Poutine a vu la Russie en mourir 2 fois, ce qui fait de lui un traumatisé. Je n'essaie pas de l'excuser, j'essaie de le comprendre. Parce que la diplomatie, c'est ça, et je vais vous démontrer que vous n'avez pas le choix. Quand il prend le pouvoir, cet homme est un nationaliste russe dans la lignée des grands nationalismes. Qu'est-ce qu'un grand nationalisme ? Je vous renvoie à ceci pour le savoir. Les vertus du nationalisme de Yoram Azony. Ça, c'est le versant anglo-saxon de la pensée du nationalisme. Et vous avez tous les grands nationalistes français, donc Barrès, Renan, De Gaulle, Maurras, il y en a d'autres, Brunetière, il y a aussi des auteurs moins connus. Il y a une très bonne petite maison d'édition à qui je voudrais rendre un petit hommage, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Une toute petite truc qui est fait par un pote d'Adrien Abosi, quelqu'un de Radio Athéna, qui réédite ses ouvrages du nationalisme français. Il fait un très bon boulot. Un grand nationalisme, c'est le fait... Déjà, les grands nationalismes ne sont pas belligènes. Azony l'explique très bien. Ce qui est belligène, c'est la démarche impériale. Si tu veux, c'est-à-dire, tu n'as pas à être... Parce que le nationalisme est une dynamique de l'être. Tu n'as pas à être. Tu as à être à moi. Et l'impérialisme est une dynamique de l'avoir. C'est une affaire de voleur de sac à main. Et vous allez voir, on va rebondir sur le voleur de sac à main à la fin. Et l'impérialisme, d'ailleurs, omniprésent dans la pensée du nazisme, le fascisme italien qui, lui, à la rigueur, est assez proche du nationalisme, finalement, en dehors de la guerre civile, et c'est une guerre civile. Mussolini tue 127 personnes, ce qui est 127 de trop, je vous l'accorde, mais de le mettre sur la même balance qu'Adolf Hitler, c'est n'avoir peut-être pas un grand sens de ce qu'est la vie humaine. Donc, or, le nazisme, qu'est-ce que c'est ? C'est le pan-germanisme. C'est la doctrine impériale allemande. Or, à la fin de la guerre froide, les Américains cèdent à l'hubris impériale totalement, qui est déjà dans leur gène. Winnigot, la destinée manifeste, la cité sur la colline, la doctrine Monroe, c'est-à-dire de dire à l'ensemble de l'Amérique latine, vous êtes du bétail. Ça, ce n'est pas un acte de nationaliste, ça. C'est un acte impérial. Or, les Américains pètent complètement les plombs parce qu'ils n'ont... D'ailleurs, un des derniers ministres des Affaires étrangères de l'Union soviétique, avant qu'elle redevienne la Fédération de Russie, elle avait dit « Nous allons vous priver d'ennemis. Nous allons faire un acte horrible contre vous, nous allons vous priver d'ennemis. » Pendant ces 7 années-là, j'avais fait grand bruit il y a 10 ans sur Internet, quand j'avais fait une conférence là-dessus, sur les 7 années de l'impérialisme américain, l'Amérique va devenir un État du tiers-monde. C'est-à-dire qu'elle va se détruire complètement de l'intérieur pour le bien de la dynamique impériale. Et c'est à ce moment-là
que la Russie commence à se relever, d'abord par Evgeny Primakov, puis par Vladimir Poutine. Et là, on va assister aux guerres impériales germano-américaines, vu que l'Allemagne va épauler les États-Unis dans la destruction d'une partie de l'Europe. C'est l'Allemagne qui reconnaît la Slovénie, alors que personne ne lui a rien demandé de manière totalement illégale, comme la Russie est en train d'agir, et ça a fait la guerre de Yougoslavie. Les États-Unis ont créé l'enclave, vu que ce n'est pas un État djihado, je rappelle parce que c'est le plus gros quota d'islamistes par tête, parti en Syrie, djihado-mafieux qui est le Kosovo. Nous avons créé ça en dehors de toutes les règles de droit international. La Russie était faible à l'époque, elle ne pouvait pas s'y opposer. La Chine, même chose. Mais dans l'ensemble du monde en développement, ce que nous avons fait pendant ces années-là, et ce que la France, heureusement, n'y a pas tellement participé, mais a laissé faire par sa faiblesse. Heureusement d'ailleurs qu'on n'y a pas trop participé, parce que quelle honte. Je vous renvoie à l'ouvrage d'Alexis Trout sur les Balkans pour les conséquences de tout ça. Ça est resté dans la gorge des Russes parce qu'on a humilié, meurtri, détruit un peuple frère pour les Russes qui est le peuple serbe orthodoxe. Qui, je le rappelle, est l'allié historique de la France dans la région et nous avons laissé nos amis serbes à la merci de chiens de l'enfer qui d'ailleurs ne sont même pas des Albanais. Le problème du Kosovo, c'est les légions arabes qui sont arrivées, le djihad international. Bon. On rappellera aussi, pendant la célébration, l'hommage à 14-18 et à l'armistice de Emmanuel Macron au pied de l'Arc de Triomphe, la Serbie n'était pas au premier rang. Oui, la Serbie n'était pas au premier rang alors qu'elle le méritait, ce qui est un affront. Et Angela Merkel l'était par contre. Et Angela Merkel l'était, c'est grosso modo, on refuse les résistants et on met à l'honneur les bourreaux. Parce que jusqu'à preuve du contraire, en 14-18 comme en 39-45, ça reste des guerres de l'impérialisme allemand, jusqu'à preuve du contraire. Peut-être rééditerons-nous un jour, si nous n'avons pas le choix, les buts de guerre de l'Allemagne impériale pour bien clore ce débat. Or, le grand souci qui se pose, c'est que Poutine est né de tout ça. Et quand vous prenez les 30 minutes nécessaires pour écouter toute son allocution, Poutine va être un nationaliste classique pendant les 20 premières années de pouvoir jusque-là, jusqu'à ces derniers jours. Il va essayer d'être dans une dynamique nationaliste, c'est-à-dire de négociation et de reconnaissance. Je veux que les miens vivent libres, ils ont en cela des intérêts, tu as les tiens, nous pouvons essayer de faire... Et là-dessus, la Russie a eu un certain nombre d'exigences. Elle avait juste voulu que ça c'est une exigence de la Russie seule, qu'on lui tienne la promesse qu'on lui avait faite, et ça Roland Dumas en a témoigné qu'on lui avait bien fait, dans les années 90, de ne pas élargir l'OTAN à ses frontières pour une raison simple de bon voisinage, c'est que vous dormez très difficilement avec quelqu'un qui a un flingue sur votre tempe. On rappellera la crise des missiles à Cuba. Oui, dans le genre. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'OTAN, qui est entrée en crise à la fin de l'Union soviétique pour une raison, c'est que c'est une alliance offensive sans ennemis, il a fallu qu'elle s'en recrée. Alors elle est devenue une alliance policière, vu que l'OTAN combat les terroristes islamistes, avec d'ailleurs un ratage à peu près complet, quand elle ne les encourage pas, ce qu'elle a fait en Syrie, pour une raison qui est simple, c'est que le terrorisme est un fait de police. On ne combat pas militairement le terrorisme, ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens. La guerre contre le terrorisme, ça a été un foutoir et un foutage de gueule que 4 millions de gens, alors certes, tout le monde s'en fout, c'est des Africains et des Arabes, donc tout le monde s'en fout. Moi je m'en fous pas, c'est 4 millions d'êtres humains qui ont payé ça de leur vie quand même. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en contrefout. Le problème c'est qu'une partie du monde ne peut plus nous blairer à cause de ça, faut quand même se mettre un peu dans la tête. Et donc, Poutine va essayer de faire par contre, de porter les demandes des États en développement. Ces demandes ne sont pas hors du commun ni hors de propos, elles sont au nombre de 3. Respect du droit international classique, jusque-là ça va. Accès à la puissance, c'est-à-dire notre puissance est un droit,
tout comme la vôtre l'est. Si on croit que les hommes sont libres et égaux, alors les États le sont aussi. C'est d'ailleurs le sens de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui est la base de notre droit international public, et qui dit que chaque État, parce qu'il est un État, apporte à son peuple la dignité d'avoir un État. C'est très humaniste. Là, on voit qu'il y a quand même de la conscience humaine au sens plein et dans ce que l'homme est capable de faire de plus beau en termes de reconnaissance. C'est un État, un peuple. Et le dernier point, la démoralisation de la vie internationale. C'est-à-dire que nous avons des intérêts et il y a des règles de droit. Par exemple, État démocratique, ça ne veut rien dire en droit international. Rien. Les États démocratiques n'ont ni plus de droits ni plus d'obligations que les autres. Premièrement. Deuxièmement, je tiens à dire que la Russie est un État parfaitement démocratique. Vladimir Poutine gagne les élections, alors on lui en veut, mais vous voulez voir le principal opposant à Vladimir Poutine ? Vous pouvez aller voir, moi j'ai rencontré M. Zouganov. Je l'ai rencontré devant le Parlement européen à Strasbourg un jour, le patron du Parti communiste russe, qui pèse entre 20 et 30% de la Douma d'État. Lui, il pense que Poutine est un mou, et qu'une bonne branlée pour les Occidentaux, ça leur ferait du bien. Vous êtes sûr que vous voulez le principal opposant à Poutine ? Parce que c'est lui. Et il pèse 30%. Ce qui est à dire, il fait des scores meilleurs que ceux de Yannick Jadot. Donc vous voyez... Mais pour nous, un homme ne peut être crédible que s'il nous ressemble. Ce qui veut dire que que ce que nous avons osé appeler le nouvel ordre mondial n'est rien de plus que le masque de l'ancien désordre colonial. Quand on n'arrive pas à comprendre qu'un homme puisse être différent de nous, c'est qu'on a le complexe du colon. Et je pense qu'il faut psychanalyser ça parce que l'Occident, je vais terminer là-dessus, n'a plus les moyens. Ça nous amène, vous voyez, pardonnez-moi cette introduction historique, mais je pense que sans ça, on ne comprend rien. Et ça nous amène à la situation ukrainienne stricte. Les derniers Westphaliens parmi les conseillers des princes américains, je pense à Henry Kissinger, et à la fin à Zbigniew Brzezinski, ont voulu arrêter la dynamique avec l'Ukraine parce qu'on a donné de l'argent à l'Ukraine pour la désolidariser de la Russie, ce que Brzezinski voulait à l'époque du Grand Échiquier, ce qui est normal, il est polonais, donc il ne peut pas sentir un russe à 500 mètres. Bon. Mais à la fin de sa vie, parce que c'est un intellectuel de rang supérieur, Brzezinski, il s'est dit, vous voyez le Grand Échiquier, tout le monde va vous vanter le Grand Échiquier, mais Vision stratégique, son ouvrage testamentaire, qui n'a pas été traduit, contrairement à tous ces ouvrages qui ont été traduits alternativement chez Kalman Levy et chez Odile Jacob, et chez Hachette, pardonnez-moi, Hachette Livre Poche, pour le Grand Échiquier. Celui-là, il n'a pas du tout été traduit, son ouvrage testamentaire, dans une grande maison. Il a été traduit par l'ancienne édition de Michel Drac, qui, toute respectable qu'elle soit, je ne sais plus s'il est édité d'ailleurs, mais était une maison d'édition discrète, comme la mienne, enfin comme Perspective Libre. On fait un beau métier, mais on n'est pas encore Gallimard. Pourquoi ? Et pourquoi on dit toujours que le vieux Brzezinski yoyotait de la touffe, à la fin ? Pour un homme qui a été conseiller de tous les princes américains, quand même. Depuis Carter ? Depuis Carter. Mais c'est drôle, il yoyotait de la touffe, le vieux était... Alors en plus, quand c'est des mecs qui ont voté Biden, qui vous disent « le vieux était pas en état », oui, d'accord, méfiez-vous quand même de la notion de maltraitance sur personnes âgées. En réalité, pourquoi ? Parce que Brzezinski dit dans Strategic Vision, donc vision stratégique, on se fera pas... Avant, c'était possible de se faire et les Russes et les Chinois, maintenant il va falloir choisir, parce qu'on ne se fera pas les deux. Et deuxièmement, et pourquoi on ne se fera pas les deux ? Parce que c'est surtout la deuxième partie qui pose problème. Parce que dans la première, alors, il y a le renoncement à l'Empire, et dans la deuxième, il vous dit pourquoi ? Parce que l'Occident, c'est simple, l'Occident vaut plus un paix. Il vous explique pourquoi. Par le sociogramme, c'est-à-dire que l'Occident vaut plus rien. Il n'a pas d'homme pour se battre. Donc c'est fini, c'est terminé. On ne fait pas des empires en bannissant la Russie de l'Eurovision.
Voyez ce que je veux dire? Hein? D'ailleurs, je crois qu'il n'a pas beaucoup de mots pour la France. Dans Strategic Vision, je crois que c'est surtout, il considère l'Allemagne comme le grand joueur de l'Europe. Oui, bien sûr. Et la France... Ce qui est tout à fait normal, il est dans la vision impériale américaine qui est de tout baser sur l'Allemagne. Le seul qui avait une espérance pour la France, c'est les conservateurs américains qui deviennent très francophiles avec les années. Pour une raison qui est très simple, et ça se voit chez Trump. Trump a été assez francophile pour une raison, c'est que eux ne veulent plus, eux se rendent compte que l'Allemagne est en train d'emmener tout le continent dans le mur et que les Américains n'auront plus d'alliés si l'Europe s'effondre. Le problème, c'est que pour les démocrates qui ont comme lobby au département d'État les germano-américains, pour eux, que l'Europe s'effondre, tant pis. On se tapera les Chinois, on se tapera les Russes, on se tapera tout le monde. Ils sont dans la logique impériale. Dans la logique impériale, tu tapes toujours tout le monde. Le problème, c'est que regarde ce que ça vaut, l'armée américaine aujourd'hui. Regarde ce que ça vaut. Ils ont gagné une guerre depuis 1945 ou pas? Si on appelle Grenade une guerre, bon, c'est une promenade de santé améliorée. Mais je veux dire... Panama aussi. Pour ce que c'est, Panama. Excuse-moi, pour ce que c'est, Panama. Tu vois, ou alors on met la deuxième guerre du Golfe, vu que guerre Iran-Irak, première, guerre du Golfe, seconde, celle de 91. On dit que celle de 91 est une victoire, oui d'accord. De vitrifier des mecs quant à la maîtrise du ciel, bon. Or, j'y reviens. Même Kissinger a dit qu'il faut finlandiser, c'est-à-dire procéder à la neutralisation de l'Ukraine, parce qu'il faut arrêter. Il faut pas aller gratouiller les Russes chez eux et leur foutre un flingue sur la tempe, ils vont pas le supporter. Or, que s'est-il passé en 2014 ? Là, on arrive dans la période contemporaine. Eh bien, l'Occident, j'étais au Parlement européen à l'époque, l'Occident a... Pas les Américains, pas dans les premières heures, c'est les Allemands qui attaquent par le BND. Nous, on réagit très vite, c'est la fameuse conférence extraordinaire de Romain Bessonnet, l'Europe, c'est la guerre, que vous retrouverez sur Internet, c'était au cercle Gutenberg, le cercle Aristote de Strasbourg. Le BND utilise Klitschko parce qu'ils se disent les Américains et les Russes regardent ailleurs, ils regardent en Syrie, c'est l'époque où Vladimir Poutine sauve la mise de Barack Obama, les fameuses lignes rouges où Hollande voulait y aller, Guimauve le conquérant. Et là, le lobby néoconservateur qui est incarné à l'époque à l'ambassade des États-Unis à Kiev par Victoria Nuland, la femme de l'idéologue néoconservateur Robert Kagan, se dit merde, les Allemands sont en train de tout foirer, parce que leur coup d'État fait pchit dans les premières heures, les Russes les retournent, et là les Américains sont obligés de rentrer dans le jeu. Barack Obama, lui, réagit comme ce qu'il a toujours été, un faible. Et pour que vous vous en persuadiez, vous n'avez pas à me croire sur parole, je vous renvoie à un homme que j'ai eu le privilège d'interroger, qui a eu le prix Pulitzer pour ses recherches sur Barack Obama, qui est Ron Suskind, que mon camarade Alain, que les hommes du cercle Aristote connaissent bien, a interrogé pour Perspective Libre numéro 4 sur la crise financière. Et si vous voyez le bilan diplomatique de Barack Obama, cet homme qui était en plus professeur de droit international, donc j'imagine pas la douleur que ça a dû être pour lui. Néanmoins, cet homme est un lâche. Et vu qu'il avait en face de lui, je ne peux pas lui en vouloir. Enfin, faut voir ce que c'est l'État profond démocrate. Ils attaquent, c'est l'affaire de l'Euromaïdan. Donc, on fait un coup d'État et les principaux oligarques ukrainiens vont monter au pouvoir. Vladimir Poutine récupère par le vote de Crimée l'Ukraine utile, vu que c'est en Crimée où il y a qui est un territoire historiquement russe, qu'il y a entre autres les usines d'armement. Ça a été cédé, je crois, par Khrouchtchev. Par Khrouchtchev, tout à fait, par Khrouchtchev. Et il reste les enclaves russes de l'Est, dans laquelle, moi, il se trouve que, par l'hasard de la vie, j'ai un grand nombre de correspondants en Ukraine. Mon équipe a un grand nombre de correspondants en Ukraine, y compris dans les républiques autonomes. Dans ces républiques, contrairement à ce qu'on vous dira, j'ai pu observer un sentiment anti-Poutine très fort, parce que Poutine, pourquoi il a pris la Crimée et pas nous ? Il nous a abandonnés. Et il nous a abandonnés à quoi ? Eh bien, ce que va devenir l'Ukraine. L'Ukraine était un pays qui était en neutralité forcée. C'est-à-dire que, parce qu'elle avait conscience de ses servitudes, elle est orientée vers l'Ouest,
Mais l'Ukraine utile est à l'est. Donc, il faut être la frontière de paix est-ouest. C'est ce qu'on appelle une zone tampon. C'est ce qu'on appelle une zone tampon. C'est, alors vous me direz, oui, mais où est la liberté totale là-dedans ? Le problème, si vous voulez, c'est que malheureusement, moi j'aimerais que la France ait la liberté de ne jamais penser à l'ennemi allemand. Manque de peau, on a une frontière avec eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Parfois, la géographie est un déterminisme. Là, je fais coiffeur pour chauve. Hein. Là, j'enfonce une porte ouverte. La géographie est déterministe par nature. Alors je sais que maintenant, avec les woke, tout ça, on est dans le constructivisme. Donc on va pouvoir dire que la Suisse a une frontière avec les Baléares entre 16h et 18h, et que comme la Suisse n'est habitée que par des belettes intersectionnelles et vont pouvoir aller se faire raser la queue aux Baléares, tout ça est possible. Mais, je le dis sincèrement, moi j'avais un copain qui était un pro des fricassés de champignons hallucinogènes, il faisait des tripes comme ça, c'était sa liberté. Le problème, c'est que quand il parlait aux briques et aux lutins, les lutins et les briques ne devenaient pas réels. Vous voyez ? À un moment, il faut savoir que le réel, comme disait Lacan, c'est quand on se cogne. Et je vous dirai une définition du réel que je viens de trouver, qui est magnifique, qui est d'Olivier de Kersauzon. Olivier de Kersauzon écrivait « Quand un cachalot de plusieurs tonnes arrive par bâbord, il est prioritaire, et à bien y réfléchir s'il arrive par tribord aussi. » Voilà une très belle définition du réel. D'accord ? Bon. Eh bien, nous allons décider que cet équilibre ne nous convient plus à l'Occident, et donc nous allons faire monter les oligarques ukrainiens, et dont l'une des pires figures est M. Poroshenko. Pourquoi je dis l'une des pires figures ? Parce qu'à chaque fois qu'un pauvre gamin de l'armée ukrainienne se prend une balle, M. Poroshenko, gling gling. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est le premier bénéficiaire des fournitures aux soldats, et le premier actionnaire des entreprises de cercueil du pays. Donc quand le soldat mange, il gagne, quand le soldat meurt, il gagne. Et ça, par exemple, pour le nationalisme que je suis, c'est le comble absolu de l'horreur. Voilà. Ça, c'est l'horreur. Et l'Ukraine va vivre pendant ces 8 ans, parce que l'Occident l'a voulu, là pour le coup Poutine n'y est pour rien, ce qu'on appelle, j'emprunte le mot à un intellectuel qui est mort, personne ne voulait lui rendre hommage parce qu'il avait des positions qui n'étaient pas les miennes, mais ses écrits sur l'Europe de l'Est valent d'être lus. C'est Claude Carnot, ce qu'il appelait la grande braderie à l'Est. Et l'Ukraine va être pillée, on va élire les corrompus, donc on vous dira il n'y a plus de corruption en Ukraine, ah bah oui. Et on va laisser l'État être enquisté par la violence des groupes d'extrême droite. Et là, l'extrême droite, je viens de dire un truc pour Caroline Forest, vu qu'elle les aime bien. Bah Caro, là tu vois, t'as les hommes dont tu as toujours rêvé, avec des tatouages plein la gueule et tout. Les héritiers de Stéphane Bandera. Il faut savoir que parmi tous les partis d'extrême droite de la Mitteleuropa et des Balkans, la Waffen-SS craignait pour leur cruauté 2 types d'hommes, les Croates et les bandéristes, les Ukrainiens et les Ostachas. Quand les Waffen-SS vous disent qu'un des mecs sont tarés, croyez-les. En casant moins, ils s'y connaissent. Deutsche Qualität. C'est le seul cas où vous m'entendrez le dire, donc pourquoi pas. Voilà ce qu'ont fait ces gens-là. C'est monstrueux, ce qui a été fait là-bas. Or, l'Ukraine, ce qu'on appelle la modernisation de l'économie ukrainienne, a réussi, pour vous dire que l'Ukraine va bien, à faire passer sa population de 53 à 43 millions d'habitants. Exode massif. Ça, c'est en comptant l'annexion de la perte de la Crimée, ou c'est... Oui, mais la Crimée, c'est pas 10 millions d'habitants. Donc ils en ont... c'est pas 10 millions d'habitants. La large part, c'est l'exode. On a fait partir ces gens. Et d'ailleurs, dans la situation actuelle, l'ignoble M. Bourlange a osé dire « ça fera une bonne immigration dont on pourra faire profit ». Il faut prévoir, si ce n'est craindre, un flux migratoire il faut le prévoir. Ça sera sans doute une immigration de grande qualité, en revanche. Ce seront des intellectuels, pas seulement, mais on aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. C'est gras, tu vois, ça c'est l'Occident tel qu'il est, tu vois. Dans d'autres temps, on appelait ça un négrier. L'Ukraine va pourrir et donc arrive au pouvoir le dieudonné local, M. Zelensky.
Qui est un acteur. Hein. Qui est un acteur et humoriste de stand-up, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est le Dieudonné local, que Dieudonné était acteur aussi. Le problème, c'est que M. Zelensky arrive face à un État qui est tenu par les oligarques et dont tout l'appareil administratif est pourri par l'extrême droite, donc les élèves, enfin les disciples de Stéphane Bandera, le private sector, ce qu'on appelle à tort le régiment, ce qu'on appelle à tort le bataillon Azov, parce qu'en fait c'est un régiment dans lequel il y a différentes tendances, dont une tendance islamiste, le bataillon de d'EDF, donc qui sont des mercenaires tchétchènes particulièrement cruels, qui ont attaqué les populations de l'Est, et ces populations du Donbass et autres, qui se sont senties abandonnées par la mère patrie russe, depuis 8 ans, sont bombardées presque tous les jours. Entre 13 000 et 20 000 morts, ça c'est les chiffres que l'OCDE a, puisque l'OCDE est la principale organisation observatrice, accepte. Et donc, il y a eu un processus diplomatique qu'on appelle les accords de Minsk. Romain Bessonnet a fait une magnifique intervention sur Sud Radio sur les accords de Minsk. Il faut savoir que quand on dit la Russie déchire les accords de Minsk, d'un point de vue juridique, pardonnez-moi de faire un peu de juridisme, c'est pas tout à fait vrai, puisque la Russie est État observateur aux accords de Minsk. Elle n'est pas État partie. Comme la France d'ailleurs. Comme la France, comme l'Allemagne, comme les États-Unis. Il n'y a que 2 parties qui sont les républiques qui ont vocation à se séparer et l'État kievien. L'État kievien a accepté les clauses de 1 à 3 qui sont les clauses de sécurité bon an mal an. Et Romain a fait une très très belle conférence qui sera, j'espère, en ligne au moment où nous sortirons le grand entretien là-dessus sur la manipulation qu'il y a derrière. Et tout le reste, c'était des droits politiques parce qu'il fallait maintenir la neutralité de ces zones. Ce sont des zones russes. Il fallait leur donner des droits culturels, fédéraliser peut-être l'Ukraine. Mais en tout cas, il ne fallait pas qu'ils se prennent des bombes sur la gueule tous les jours. Bon. Et je le rappelle, pendant ce temps-là, la Russie a assisté à ça, a assisté au meurtre d'une partie de civils qu'elle estime les siens, car remettez-vous, ces peuples-là n'avaient pas de frontières internes avant la chute de l'Union soviétique. Il y a des familles qui se sont retrouvées d'un coup, une russe, l'autre ukrainienne. Vous voyez ? C'est un traumatisme pour ces gens. Vous imaginez, l'État français s'effondre, moi par exemple, et d'un seul coup, moi par exemple, je deviens citoyen alsacien. Hors de question. Et je suis loin de la France et de ma Normandie. Hors de question. Vous imaginez le choc que ce serait de séparer les familles chez nous ? Pourquoi eux n'y ont pas droit ? Et le problème, c'est que ce choc-là, la Russie, pendant 8 ans, a demandé, écoutez, on va appliquer les accords. N'oubliez jamais que Poutine est un homme qui est très rigoriste sur le droit international. Il l'a été pendant 20 ans. Là, tout le monde se jette sur la première erreur et la première faute lourde qu'il fait, et c'est une faute lourde. Je ne remets pas ça en cause. On y reviendra. Je dis juste que, pendant ce temps-là, Vladimir Poutine a dû accepter la destruction de l'Irak, la destruction de la Libye, où on lui a menti. On lui a dit qu'on n'utiliserait pas les zones d'exclusion aérienne pour faire du bombardement, on l'a fait. Le martyre du peuple serbe, qui est toujours persécuté sur ses terres, sans compter les Serbes du Kosovo. Alors là, c'est open bar. Il a dû accepter les 300 000 morts de Syrie. Au passage, la violence russe que vous condamnez aujourd'hui, vous étiez très heureux quand il a écrasé l'État islamique sous la bombe. Parce que c'est lui qui l'a fait. Pendant ce temps-là, nous, dans la bouche de M. Fabius, on disait que le front Al-Nosra, dont une partie terminera dans l'État islamique et une partie non négligeable, faisait du bon boulot. On a dit que la fameuse ASL, l'armée syrienne libre, pas une armée pas syrienne et pas libre, il y avait 93 nationalités dedans au dernier compteur, ces gens qui ont vendu des familles yézidis, qui ont violé à la chaîne des femmes chrétiennes, qui ont égorgé des enfants, eh bien, ces chiens de l'enfer, c'est la Russie, l'armée régulière syrienne, quoi qu'on en pense, la Russie qui les a écrasés depuis le ciel, qui a envoyé les légions de Kadyrov, les légions tchétchènes, les chercher à la fourchette. Alors oui, ça a été dégueulasse, mais on était bien contents, parce que c'est nous qui avons envoyé le djihad international là-bas, dont une partie, pour nous remercier, a fait le Bataclan. Et je rappelle que la Russie, le soir du Bataclan, envoie ses bombardiers avec des bombes marquées pour Paris.
alors que les États-Unis, quand ils ont attaqué la Serbie, ont attaqué sciemment le jour de la Pâque orthodoxe, avec des bombes marquées Joyeuse Pâques. Vous voyez, 2 salles, 2 ambiances. Poutine est héritier de toute cette histoire, est héritier de tous ces drames, de tous ces malheurs, et à un moment, au bout de 20 ans, alors que l'Ukraine allait demander à rentrer dans l'OTAN, ce qui est encore un flingue dans le dos sur la tête de la Russie, eh bien, là, il s'est dit, ok, j'ai joué pendant 20 ans comme un brave type, vous ne voulez pas d'un brave type en face de vous, vous me crachez à la gueule depuis des années, et là encore, lisez-le. Lisez les articles qu'il fait paraître dans la presse allemande, dans la presse française. On était content de l'avoir pour nous raisonner sur la Libye, etc. Parce que si on condamne Vladimir Poutine aujourd'hui pour l'Ukraine, et il faut le condamner, alors que doit-on dire de la France pour la Libye ? Que doit-on dire des États-Unis pour la Syrie ? Vous voyez, c'est là où notre tendance à donner des leçons est prise en défaut. Vous voyez ? Et malheureusement, dans le monde multipolaire qui arrive, eh bien, cette tendance va devoir se calmer, fissa. Donc l'armée russe a attaqué l'Ukraine en 6 points. Elle marche assez vite. D'ailleurs, une partie de l'armée ukrainienne se rend assez vite pour une seule raison, c'est que les bataillons d'extrême droite ont affamé l'armée régulière parce que c'est eux qui ont le meilleur matériel et que le reste a été vendu à l'étranger pour faire de la prévarication. Donc c'est une armée qui... et surtout, l'armée russe, par exemple, ce qui explique pourquoi M. Zelensky, le premier jour de l'attaque, comptabilise à peine 137 morts, ce qui est 137 de trop, je vous l'accorde. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant que la Russie dispose de missiles tactiques dont un seul est capable de rayer de la carte un pays comme la France, le fameux, celui que l'OTAN appelle le missile Satan. Donc, je vais vous le dire sincèrement, maintenant que la Russie a attaqué, que veut la Russie ? La Russie veut protéger les zones de l'Est, elle veut opérer la dénazification, c'est-à-dire c'est pour ça qu'elle est allée jusqu'à Kiev, elle veut éliminer tout l'organigramme d'extrême droite qui s'est enquisté dans l'État et à qui M. Zelensky ne peut pas faire la guerre. C'est pour ça que M. Zelensky a redoublé de haine contre les populations du Donbass. C'est que le seul projet que cet homme, aussi respectable soit-il par ailleurs, ait pour son peuple, c'est de taper sur ces minorités parce que tout simplement il n'a pas de projet pour l'Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas lutter contre les oligarques et contre l'extrême droite, et je ne lui en veux pas, il serait mort sinon. L'Ukraine s'enfonce. Or, s'enfonce depuis 8 ans, pour un État qui avait déjà dû vivre l'appauvrissement global de l'Europe de l'Est à cause de la vague libérale des années post-soviétiques. Ce qui arrive, c'est très simple, la Russie va, je pense, nous mettrons la carte, et vous verrez que c'est la carte que j'ai prise grâce à Philippe Migaud, très bon spécialiste de la Russie, de toutes les zones où les Ukrainiens ont d'eux-mêmes en 2014 mis les couleurs russes sur les bâtiments officiels. Ça équivaut à peu près à la moitié de l'Ukraine. Ça, c'est la zone où l'armée russe n'aura pas énormément de problèmes. L'Ouest est vraiment ukraino-ukrainien, donc il n'y a aucune raison que les Russes n'aient pas de problème. Je pense que les Russes n'ont aucune vocation à y rester. Ils veulent opérer, peut-être même pas un changement de régime, ils veulent obtenir la neutralité de l'Ukraine. Ils veulent pas un flingue sur la tempe. Ils veulent obtenir peut-être des statuts spéciaux ou que les 2 républiques ou les populations, elles veulent être annexées par la Russie, comme la Crimée le voulait. Nous voulons rentrer dans la mère patrie. Eh bien, je le dis sincèrement, et Nicolas Sarkozy, vous voyez, je vais en être à dire du bien du nain magyar. Nicolas Sarkozy avait compris après l'affaire de Géorgie, où la Russie a attaqué sous mandat totalement onusien de protection des populations d'Abkhazie et d'Ossétie, que le pouvoir géorgien était en train de massacrer. L'armée géorgienne, qui était menée par M. Saakashvili, conseillé par M. Glucksmann. C'est pas nouveau. Il faut pas qu'on soit surpris. Vladimir Poutine, depuis le premier jour de son pouvoir, a créé ce climat de guerre. Rafi. Hein ? Mon Dieu, et dire que tu es ce que ton père nous a légué. Comme quoi même deux. Ah, André.
Aujourd'hui, on a découvert dans cette émission, on rejoint vos positions, André Glucksmann, celle de Pascal Bruckner, de Goupil et même un petit peu de Kouchner, en devenant un inconditionnel des Américains. Voilà. Alors on va en parler tout au long de votre interview, puisque vous publiez chez Plomb un bouquin qui s'appelle Ouest contre Ouest. Voilà. Alors le pitch, très simplement, c'est un plaidoyer pour la guerre en Irak que vous soutenez, que vous justifiez. Glucksmann, il manque, je m'exprime. Il commence sa vie en soutenant Staline et qu'il renie très vite, on est d'accord. Très vite. Il part de Staline pour quand même, et c'est en cela qu'il est emblématique d'une génération, il finit quand même chez Bush et chez les nouveaux conservateurs. Ce que je veux dire par là, tout ça au nom, bah oui, il soutient la guerre en Irak par exemple. D'accord. Tout ça au nom des droits de l'homme, de la liberté, de la démocratie, sur 40 ans. Par humanisme, attention, pour l'amour, avec beaucoup d'amour, mais même avec énormément d'amour, quand tu fous une bombe de 400 tonnes sur la gueule de quelqu'un, même avec énormément d'amour, je suis pas certain que ce qui en sorte puisse retourner la maternelle, d'ici, pour ceux qui ont la référence. Ce truc, vous savez pourquoi je veux le retour du service militaire? Parce que je ne supporte plus que des civils prennent l'armée comme un gigantesque jouet qu'on peut envoyer comme des chiens d'attaque pour mourir dans des guerres qui ne sont pas les leurs. Bernard-Henri Lévy a raison de citer les opposants qu'il a cités au régime de Vladimir Poutine. Mais n'oublions pas non plus, Bernard-Henri Lévy, les souffrances, le martyre qu'a connu le peuple irakien, le martyre, la souffrance qu'a connu le peuple libyen. Ce soir, on parle de l'Ukraine. Non, mais moi, je vous parle de la souffrance des peuples et ne l'oublions pas. Je vous parle aujourd'hui de la souffrance. N'oublions pas les souffrances que nous avons infligées par des interventions militaires sans issue. Moi, je vous parle des souffrances qu'à cet instant même, l'armée de Poutine est en train d'infliger ne les aggravons pas, aux civils d'Ukraine. La réponse militaire les aggravera, conduira Vladimir Poutine à surenchérir dans une escalade militaire. Mais Vladimir Poutine sa détermination sera toujours plus grande que la nôtre. Comme toute personne qui a une expérience politique réelle, je peux témoigner qu'il n'y a rien de pire que des civils pour faire des guerres. Parce que pour eux, la guerre c'est un jouet. Pour eux, la guerre c'est Call of Duty. Non. Comme dit un de mes amis, qui étrangement s'appelle Vladimir, c'est pas lui, mais qui connaît bien le coin, qui me dit, tu sais, Pierre-Yves, personne ne court plus vite qu'une balle. Ça aussi, c'est une définition du réel. Le pouvoir ukrainien a décidé d'armer les populations civiles, alors avec les armes qui lui restent, vu que les dépôts ont été écrasés, le GRU, le GRU, les services de renseignement russes ont très bien travaillé, donc énormément des caches d'armes ukrainiennes ont déjà été détruites dès les premières minutes. Et le pire, c'est qu'une partie des armes que nous leur envoyons, en fait, nous vidons nos arsenaux de nos armes. Le plus intelligent là-dedans, c'est Johnson. Il est en train de vider les arsenaux d'Irlande du Nord. Ça va lui permettre d'avoir des armes flambant neuves pour reconstruire l'armée britannique dont il rêve. Voilà, tout ceci est ridicule. On va voir ça dans les conséquences du conflit, c'est-à-dire la dernière partie à laquelle nous arrivons. Quels sont les scénarios possibles ? Le pouvoir ukrainien arme les populations civiles et place ses troupes dans les centres-villes pour faire le maximum de dégâts parmi les siens. C'est ce qui est en cours dans certaines parts du territoire d'après les informations que nous avons. Donc l'armée russe avance lentement parce que tout simplement elle retient son bras. Je vous rappelle que la Russie est dotée d'armes hypersoniques que seuls 4 États au monde ont. La Russie, l'Inde, la Chine et les États-Unis. La France, par exemple, ne les a pas. La France ne les a pas. Et c'est le prochain club restreint. Vous savez, après les armes nucléaires. C'est le prochain club restreint. Or, je vous invite à avoir un vrai raisonnement stratégique. C'est quoi un raisonnement stratégique ? C'est de sentir les centres de gravité et les points culminants. Le centre de gravité, c'est la question derrière la question. C'est-à-dire le nœud où se fait la stratégie. C'est pas l'Ukraine. L'Ukraine, pardonnez-moi, mais c'est de la petite bière. C'est justement sur cette question des armes hypersoniques. Pourquoi ? Parce que les armes hypersoniques fait que si vous tenez les mers, vous pouvez plus les tenir.
parce que ces armes sont plus rapides que vos capacités de réaction, donc elles peuvent couler vos flottes. Et pour un pays comme les États-Unis, dont la colonne vertébrale reste toujours aujourd'hui l'US Navy, voilà ce qu'est un centre de gravité en stratégie. Et vous devez penser le point culminant. Le point culminant, c'est là où la bataille va changer de sens et va donner la victoire, à un sens ou dans un autre. Et c'est sur cette question des armes hypersoniques, c'est sur la question des armements de nouvelles technologies, c'est sur la question d'arriver à refaire des hommes libres capables de refaire des armées que le point culminant sera atteint. C'est pas en Ukraine. L'armée russe sait que les milices urbaines populacières ne lui résisteront pas. Même si elles le voulaient. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte que des civils qui n'ont pas de culture militaire en face de soldats surarmés, c'était déjà très difficile dans les années 40. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible vu le développement de nos armements. Enfin, faut voir ce qu'est un tank aujourd'hui. Faut voir ce qu'est un drone de combat aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'en faisant ça, le président Zelensky a fait un acte grave vis-à-vis de sa population. De toutes les manières, d'ailleurs, celui qui est le principal responsable de tout ça, et 62% des Américains pensent que Donald Trump n'aurait pas fait cette erreur, d'après les dernières études, c'est Joe Biden. Quand il a dit, de toute façon, nous on fera rien. Au passage, c'est pas uniquement le caractère sénescent de Joe. Revoyez ses déclarations pendant la guerre du Vietnam, où il était déjà sénateur, pour vous dire que le perdreau de l'année, où il dit « Oh mais on laisse tomber, on se tire ». Et là, vous voyez ce qu'est un impérialiste au fond. Dès qu'il y a une petite emmerde, on se casse. Le voleur de sac à main. Vous voyez, quand je disais que c'était une affaire de voleur de sac à main. Au passage, Joe Biden peut se permettre de se casser, vu que les affaires de son fils en Ukraine se sont translatées. Voilà. L'Occident dans son horreur, voleur de sac à main. Et nous avons abandonné le peuple ukrainien, et nous avons... si vous voulez, il y a un mème très bien qui résume bien la situation, qui est de Tom et Jerry. Comme vous savez, Tom et Jerry, c'est pas une histoire à deux, c'est une histoire à trois. Il y a Tom, Jerry, le chien. Et la serveuse. Et voilà, c'est une histoire à 3,5, 4. Eh bien, vous avez Jerry qui tape le chien, qui donne la baguette avec laquelle elle a tapé à Tom, et Tom doit s'expliquer avec le chien. Eh bien, le chien, c'est les Russes, Jerry, c'est l'OTAN, et l'Ukraine, c'est Tom. Je ne peux pas faire plus concis que ça. Et Vladimir Poutine va opérer la dénazification. C'est les seuls qu'ils veulent, c'est-à-dire ils veulent les Tchétchènes d'Oudaïev et le bataillon Azov, c'est-à-dire ceux qui ont tué des civils. Eux, ils sont dans une politique, ils sont retranchés à Mariupol, ils vont faire une politique de terre brûlée, parce que c'est vrai que si eux, les hommes de Kadyrov particulièrement, les Tchétchènes, Kadyrov a envoyé 12 000 hommes en Ukraine. Si les hommes de Kadyrov les chopent, là pour le coup je vous dis c'est pas un projet. N'oubliez pas que les hommes de Kadyrov sont revenus auréolés de gloire de Syrie. Ils ont écrasé l'État islamique, par contre c'est vrai qu'ils l'ont écrasé à la tchétchène, c'est-à-dire que, comme disait le général de Gaulle de Franco, qu'est-ce qu'il a eu la main lourde. Et mais mis à part eux qui se mettent d'ailleurs à une politique de terre brûlée, Poutine retiendra le bras de l'armée russe, ça se voit dans le nombre de morts. Une armée comme la Russie fait pas 137 morts la première... Et les chiffres sont ceux annoncés par Zelensky. Bon. Or, le problème, c'est que les milices urbaines feront-elles une guérilla, c'est très difficile à dire. Kiev est déjà encerclé, donc il faut passer à l'option diplomatique, il n'y a que ça. Quand M. Le Drian parle de l'alliance nucléaire, je rappelle que la Russie a de l'ordre de 3000 têtes nucléaires, donc que M. Le Drian nous foute la paix et s'occupe de son Parkinson, parce que ça commence réellement à se voir. Donc, ou une maladie à ses naissances quelconque, parce que là ça se voit que c'est un homme qui a du mal à avoir des associations d'idées simples. Maintenant, il faut que cette tragédie, vous savez le problème de la tragédie, c'est que la tragédie, les deux camps ont raison. Que l'Ukraine veuille vivre sa vie libre d'Ukraine, c'est tout à fait son droit, c'est évident. Que la Russie ait le droit à la sécurité de son peuple,
et à ne pas laisser les minorités russophones être traitées comme des chiens sur leur propre terre, c'est aussi évident. Ou alors, on décrète que l'humanité exclut les non-tamponnés et les Russes. On entre dans la logique de l'homme en trop. La Russie se retirera dès qu'on lui... Et d'ailleurs, la France et Emmanuel Macron ont une responsabilité atroce là-dessus. Quand il est arrivé à Kiev, et ça nous produirons le texte, j'en ai les copies, d'écran qui, c'est drôle, ne sont disponibles que sur le site de l'ambassade de France à Thessalonique, en Grèce. Quand Emmanuel Macron est allé voir M. Zelensky, il a félicité les combattants ukrainiens, c'est-à-dire il a félicité ceux qui ont détruit le processus de Minsk. Bravo! Et le petit Camé Damien s'estime médiateur. Il arrive, il crache dans la gueule des Russes. Emmanuel Macron en perpétuelle campagne électorale. Et, on se rappellera l'accueil assez lunaire que Vladimir Poutine lui a fait en arrivant... C'était humiliant, et je dois dire, c'était une erreur de la part de la Russie, à titre personnel, comme beaucoup de Français, même si Emmanuel Macron mérite d'être traité comme ça, la France ne mérite pas d'être traitée comme ça. Absolument. C'est seulement nous qui avons le droit de le traiter comme ça. C'est nous qui avons le droit de le traiter, et qui avons le devoir de le traiter comme ça. Or, tout comme l'affaire d'envoyer des SMS de menaces à Bangui à nos soldats, je pense que la Russie devrait arrêter les hommes de Wagner quand elles font ce genre de conneries. Nous sommes quand même de vieux alliés. Mais je comprends que la Russie dégueule 20 ans de menaces, de mensonges, et je comprends que les Russes, trop c'est trop. Tu vois, à un moment, non possumus. Maintenant, il faut rebâtir la paix. Pour rebâtir la paix, il faut rebâtir une nouvelle architecture de sécurité avec la Russie, rentrer dans une relation de confiance. Prenons les conséquences à long terme. Et nous allons terminer par là. Il y a 3 types de conséquences lourdes. Conséquences géopolitiques, conséquences civilisationnelles et conséquences anthropologiques. Je vais commencer par les conséquences anthropologiques. Il n'y a pas d'option militaire sur la table. 1, à cause des armes hypersoniques. 2, à cause des armes nucléaires. 3, parce que vous l'acceptiez ou pas, et le général qui dirige l'armée de terre allemande l'a très bien dit, quand il dit « mon armée est à sec », c'est que la plupart des peuples européens sont sortis de l'histoire et ne demandent qu'à y rester et à y crever. Donc vous avez plus de tankistes pour vos chars de la Gay Pride que pour vos chars de première ligne. Point barre. D'accord ? Voilà, c'est malheureux, mais c'est un peu Alaric qui, à la fin, défonce les portes de Rome, et qu'est-ce qu'il y trouve ? Bah, la Gay Pride. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, et encore, ça avait une meilleure gueule, hein, parce qu'il y avait quand même encore Rome, quoi. Mais le Rome a eu l'agonie lente à cause, justement, de son obsession de la décadence. Alors que nous n'osons pas poser la question. Je rappelle que, par exemple, le grand penseur de la décadence, c'est Julien Freud, que nous avons réédité, hein, L'aventure du politique, que la décadence, c'est vraiment sa thèse qui est gigantesque. Là, vous avez des considérations dedans dans l'aventure du politique. Et malheureusement, les Russes sont moins dégénérés que nous, désolé. Et donc, il n'y a pas d'option belliciste. Prenons le meilleur de cette situation. C'est quoi le meilleur de cette situation ? C'est justement anthropologiquement que nous savons maintenant que le parapluie américain ne vaut rien. Si les Européens s'en rendent pas compte maintenant, et que maintenant nous pouvons dire le tragique est de retour, la guerre est de retour comme possibilité, et il faut penser la guerre, hein, c'est l'œuvre de Benoît Billan à laquelle je vous renvoie, le meilleur des jeunes stratèges français, dont nous avons l'honneur d'être l'éditeur, donc la guerre, la penser et la faire, et donc nous allons pouvoir refaire un complexe militaro-industriel et refaire une grande armée française. Ça, c'est très bien. C'est le désaveu total de l'OTAN, nous sommes d'accord. De toute façon, l'OTAN aujourd'hui, et ça, il faut avoir fait un peu de sociologie des organisations, et chose peu commune, je vais vous citer un penseur brillant, pour vous dire à quel point nos ennemis ont été brillants dans le temps, qui était à la fois libéral et mondialiste, et français, Michel Crozier. Plus personne ne se rappelle de lui, c'est dommage. Il étudié les phénomènes bureaucratiques. C'est lui le père de la notion de sociogramme, par exemple, si mes souvenirs sont bons. Or, le problème, c'est que Michel Crozier l'avait très bien dit, à la fin, les institutions finissent par lutter non pour leur but, mais pour leur propre survie. L'OTAN n'a plus d'ennemis.
Moi, je ne suis même pas... Alors, je suis pour que, évidemment, la France... L'OTAN n'a qu'un seul but, c'est de vendre, c'est de normaliser par les normes OTAN, donc particulièrement le calibre 5,62, et de vendre des armes américaines. 56. Pardon ? 5,56, pardon, excuse-moi. 5,56, des armes américaines. Donc moi je suis à la rigueur pour qu'on soit membre observateur à l'OTAN, et membre observateur à l'organisme militaire lié à l'organisation de la coopération de Shanghai. Que nous fassions une organisation militaire intra-francophone et que peut-être même nous ayons des accords intra-latins de coopération militaire. Mais avant tout, notre premier allié doit être la Grande-Bretagne, qui est notre seul allié fiable militairement et dans le domaine de l'armement. Jamais les Anglais n'ont essayé de nous baiser, de nous détruire comme les Allemands le font à chaque contrat. Or, nous allons pouvoir recréer une grande armée française, recréer de la technique militaire, pas sur le dos des Russes, mais pour dire ça y est, le monde est redevenu dangereux, c'est terminé la paix des lâches qui a été la paix de l'impérium américain, parce que la paix impériale est toujours la paix des lâches. Tu vois, c'est une paix qui se fait à l'ombre des cimetières de la conquête, qui est une paix qui permet aux lâches de prospérer parce qu'ils ne sont jamais que les caniches sur la patte arrière des chiens de combat, et ensuite... Et ben malheureusement, ces gens-là font ce qu'ils ont à faire dès que l'Empire se casse la gueule, et bien ils pourrissent leur pays. Et en réalité, de ne jamais être en situation de souveraineté, c'est-à-dire seul face à son destin. De toujours avoir ce coton moelleux, de se dire « Oui, mais la politique, c'est sérieux, c'est pour les Américains. » Tu sais, dans Les Guignols, t'avais un truc génial. T'avais un personnage que Sylvestre appelait Manche-Boule, qui est le typique de l'eurocrate face à Sylvestre, qui lui dit, et la seule phrase que dit Manche-Boule, c'est « Les Américains, ils vont nous sauver, hein ?» Et Sylvestre de lui répondre « Ouais, Manche-Boule, faut pas trop compter sur nous. » Et là, Joe Biden vient de nous le démontrer. Donc, comme disait le général de Gaulle, quand on dit oui à tout, on s'oublie soi-même. Et quand on perd la volonté de défense, on renonce à être. Nous allons pouvoir recommencer à être. Que les autres pays européens se démerdent. Hein. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Hein. Dieu pour tous et Allah pour chacun. Ça, c'est les conséquences anthropologiques. C'est déjà pas mal. Conséquences géopolitiques, vous l'avez vu, vous avez encore une fois la communauté internationale, donc l'Occident, prend des sanctions. Je vais revenir sur les sanctions au dernier point. Mais elle n'intervient pas. Nous, on envoie des soldats en Roumanie, donc loin du théâtre d'opération, en tout cas relativement loin, donc tout va bien. Parce qu'on a quand même encore ce sens réaliste qu'on peut prendre une grosse branlée. On va en faire des sanctions, très bien, mais rien de militaire. Tant mieux. Conséquence géopolitique, on est content, on fait parler l'ensemble des pays du monde, qui condamnent verbalement. Voilà, qui condamne verbalement. L'Inde a condamné verbalement la Russie. Est-ce que vous croyez que l'Inde, qui est le premier partenaire technologique avec la Russie, va couper l'approvisionnement technologique ? Certainement pas. La Serbie l'a dit. Oui, on condamne. C'est ce que j'appelle la condamnation Motorola. C'est-à-dire, tu sais, les anciens portables, les Motorola. Donc je vois bien le Premier ministre hindou, son téléphone portable était plein des... l'ambassade britannique, l'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis, à un moment il dit « Ouais, je condamne, ça va. Libérez la ligne. » C'est vraiment la condamnation, libérer la ligne. Des pays comme le Vietnam et autres, rien à foutre. Le seul qui est en dehors de l'Occident, c'est le Japon. Mais le Japon ne condamne pas du tout la Russie pour l'Ukraine. Le Japon essaye de faire monter les enchères pour récupérer ses îles du Nord. Les îles Kouril. Pour récupérer les Kouril. C'est tout ce qui l'intéresse. Et surtout... Le Japon prend date parce que je vous le dis, je vous l'annonce, rendez-vous dans 6 mois, rendez-vous dans 1 an, rendez-vous dans 2 ans à Taïwan pour exactement le même problème. Donc, nous aurions dû faire voter ces populations, nous aurions dû pratiquer un principe sacré du droit international qui est la non-ingérence, et la conséquence géopolitique, c'est que nous allons pousser la Russie dans les bras de Pékin. Voilà. Donc, bravo, bravo, bravo. Au passage, à titre personnel, je ne trouve pas ça mal qu'il y ait un axe Moscou-Pékin. Moi, je voudrais qu'il y ait un axe Paris-Moscou, Paris-Pékin. La multipolarité, c'est de s'entendre avec tout le monde dans la limite de nos intérêts.
nous n'avons pas à nous confronter. Le peuple français, le peuple chinois sont de vieux amis. Le peuple français, le peuple russe sont de vieux alliés. Parfois, un allié n'est pas fiable. La Russie n'a pas toujours été un allié fiable. Oui, c'est vrai. Et alors ? Nous l'avons été, nous, avec nos frères serbes ? Un allié fiable ? Nos frères tchèques. Nos frères tchèques ? Enfin, nos frères, nos cousins, là, pour le coup, parce que nos frères serbes, oui, nos cousins tchèques, plutôt. Tu vois, donc, un cousin éloigné dont je ne veux pas nécessairement qu'il cherche à se rapprocher. Éloigné par germain. Tu comprends que, conséquences géoéconomiques, ça va être, on va terminer par là parce que ça va être les plus lourdes. Je pense qu'il faut arrêter avec les régimes de sanctions. En réalité, l'Occident s'illusionne sur le pouvoir des sanctions. Avant, on faisait des embargos. Alors les embargos, c'est vachement bien parce que ça fait crever les gosses. Rappelez-vous, c'est où Madeleine Albright, pendant qu'elle était interrogée, c'est drôle, elle n'était pas du tout interrogée en tant que secrétaire d'État, hein, elle était déjà retraitée. Elle jouait dans une série où elle jouait la grand-mère. Vous savez, parce qu'elle est passée à Hollywood pour jouer la grand-mère, etc. Elle qui a été sauvée par des Serbes, hein, je le rappelle, de la barbarie germaine, enfin de la barbarie allemande. Parce que la barbarie nazie, c'est rien de plus qu'une barbarie allemande en uniforme. Et quand on lui a dit, elle qui a martyrisé le peuple serbe, qu'il l'a sauvée, hein, je le rappelle quand même. Et qu'on lui a dit, au fait, les 400 000 enfants irakiens. Et là, elle a sa phrase magnifique, le jeu en vaut la chandelle. Vous voyez, l'Occident a donné l'humanisme, tout ça. Bon, très bien. Vous comprenez aussi pourquoi il faut être dans une politique de la reconnaissance. Vous imaginez que des milliards d'êtres humains, d'au moins des centaines de millions ont entendu cette phrase. Qui veut dire que 400 000 enfants irakiens ne valent rien. Alors je suis d'accord, pour le racialiste européiste de base, c'est que des Arabes, ben, c'est quand même des enfants, quoi. Et puis c'est des êtres humains. Et c'est ce que je dis, la planétisation, le sentiment d'humanité, sans politiser le sentiment d'humanité. L'humanité, c'est une notion zoologique à la base. Spengler a raison là-dessus. Mais ne pas prendre des vies pour rien. Sinon, c'est nos descendants qui le paieront, par la honte ou par la vengeance. Après les embargos, on a fait les sanctions. Alors vous avez 3 types de sanctions. Les sanctions personnelles. Donc Monsieur Lavrov, vous n'aurez plus le droit de venir voir la Gay Pride à Paris. Je pense que Sergueï Lavrov ne va pas s'en remettre. Vous avez les sanctions sur les importations et les exportations, enfin, donc sur les entrées-sorties, et vous avez après les sanctions économiques lourdes, donc entre autres de virer l'Allemagne de SWIFT. De virer la Russie de SWIFT, c'est-à-dire tout simplement de ce qui garantit le marché interbancaire. Le problème, c'est que, premièrement, les régimes de sanctions, c'est les peuples qui les payent, c'est inutile, ça ne sert à rien. Et les peuples des deux côtés. Et les peuples des deux côtés, parce que les dernières sanctions ont fait perdre 1 milliard d'euros par an à l'agriculture française, donc vous irez dire à nos paysans qui se flinguent, bon courage. Je rappelle vous avez voulu la mondialisation et l'interdépendance ? Eh ben voilà, vous êtes pris à votre propre piège. Il y a 500 entreprises françaises à Moscou, enfin en Russie. Vous voulez qu'elles ferment ? Je rappelle que, alors que si nous prenons la situation intelligemment, on dit à nos amis russes et à nos amis ukrainiens, nous avons la solution diplomatique. La solution, je vous l'ai donnée, tous les diplomates la connaissent, neutralisation de l'Ukraine, vote des populations, ensuite soit autonomie au sein d'un territoire ukrainien, soit les républiques partent en Russie et l'Ukraine redevient une Ukraine entièrement ukrainienne et le peuple ukrainien est content. Je rappelle que pour beaucoup d'Ukrainiens, ces 2 républiques n'étaient déjà plus ukrainiennes depuis très longtemps. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai un de mes copains qui est sous la terre dans le métro à Kiev qui me disait, t'interroges les gens, ils disent pourquoi on est allé chercher la Russie là-dessus ? Ces terres ne sont plus ukrainiennes, point, foutez-nous la paix. Et les Ukrainiens ont le droit à la paix. Le problème, c'est que ça pourrait être une très belle opération pour la France. Nord Stream 2 est cuit, et je l'espère définitivement. Après les tentatives de Trump de le bousiller. Oui, mais justement, petit point. Pourquoi c'était beaucoup mieux à l'époque de Trump ? Parce que Trump ne voulait pas aller chercher Poutine. Le problème de Nord Stream 2, c'est quoi ?
La cible de Nord Stream 2, les Russes, tout ce qu'ils veulent, c'est vendre du gaz. Et c'est normal, c'est une puissance gazière. Bon. Je vous rappelle que le taux de dépendance de l'Europe au gaz russe est de l'ordre de 43%. 60% pour l'Allemagne, 100% pour l'Autriche, 30% pour l'Italie. C'est étonnant, c'est les 3 pays qui viennent de s'opposer à ce que les Russes soient bannis de SWIFT. Vous voyez ? Simplement parce qu'ils sont tenus par le gaz. Et ça, tenu à cause de quoi ? À cause de la volonté allemande, et là c'est la faute des Boches, entièrement. Parce que les Allemands voulaient quoi ? Voulaient utiliser Nord Stream 2 pour faire leur pseudo-transition écologique qui est un échec total. Lisez Philippe Murer sur la transition écologique. Vous revoyez la conférence de Fabien Bouglet. Ou la conférence de Fabien Bouglet. Et donc il faut à tout prix, pour éviter qu'on voit que l'Allemagne s'est vautrée dans sa transition, qui en fait est plus polluante parce que c'est une transition au charbon. Et ce charbon, en fait, qui le donne aux Allemands ? Les Russes. Juste au passage. Parce qu'on dit la dépendance au gaz, oui, mais la dépendance au charbon aussi. Or, le problème, c'est que l'Allemagne voulait devenir le hub gazier, utiliser tous les pays sous sa dépendance pour dire maintenant nous allons tous faire un blocus pour forcer la France à détruire son programme électronucléaire. Et nous allons enfin détruire la France par la destruction du mix énergétique français. C'était ça le but allemand. Poutine nous sauve la mise. Et là, attention, on aurait été dépendant de l'Allemagne. Ce qui est l'un des buts de la géopolitique énergétique. Au passage, comme le disait un de mes chers et tendres amis, auquel je tiens beaucoup, qui me disait, tu vois, Pierre-Yves, t'as toujours dit cette phrase, la dernière salve du gaullisme viendra d'outre-tombe. Eh bien, le parc électronucléaire français qui fait notre indépendance, je vous conseille à tous de mettre une bougie à vos fenêtres au moins une fois par semaine à la mémoire de Pierre Messmer. Le plan Messmer, 1974. Exact. Or, le problème, que se passe-t-il ? C'est que, évidemment, l'Allemagne est tenue. L'Italie est tenue, l'Autriche est tenue. Et heureusement, parce que le fait qu'ils soient tenus empêche de faire l'ignoble connerie de balancer la Russie de SWIFT. Enfin, on se rend compte que, en balançant la Russie de SWIFT, on va faire des bons au prix du gaz mondial qui vont être un danger pour les populations qui ne pourront pas se chauffer pour la fin de l'hiver. On est au courant de ça ou pas ? On se rend compte de ça ? Sans oublier que je crois qu'il développe une alternative à SWIFT avec l'aide. Ah mais surtout, en plus, non, il la développe pas, elle est déjà prête. Donc ça ne fera pas de gros problèmes pour la Russie. Ça va juste multiplier les prix du gaz et je souhaite bon courage aux populations. Nous, la France, ça va, on a le nucléaire. Mais les Lituaniens, les Estoniens qui jouent les malins, vous êtes sûr que vous en avez les moyens ? Vous êtes dépendants à près de 100% du gaz russe. Or, pendant même toute la guerre froide, la Russie ne nous a jamais coupé le gaz. Preuve que, même en cas d'adversité, la Russie peut être un fournisseur fiable. Surtout que voulait Donald Trump ? Donald Trump disait à Poutine, tu prends la moitié de l'Europe, toute celle qui veut de ton gaz. Et moi, je prends le reste avec le GNL américain, bon, on met les Français à part, et ils ont le nucléaire. Et on fait mich-mich. N'oubliez jamais que Donald Trump, c'est quoi le livre qui a fait connaître Donald Trump dans le monde entier ? The Art of the Deal. The Art of a Deal. Le problème, c'est que Sleepy Joe lui dit, quand il y en a pour deux, il y en a pour moi, comme tous les impériaux. Voleur de sac à main. Et donc, lui dit, non, on va prendre le tout. Vous voyez, Donald Trump était dans quelque chose de beaucoup plus constructif vis-à-vis de la Russie. Parce qu'il est du droit de l'Ukraine, des Ukrainiens de l'Ouest qui se sentent ukrainiens, de ne pas être dépendants du gaz russe. Ils veulent du GNL, ils doivent pouvoir en avoir. Le problème, c'est que vous comprenez que Donald Trump est dans une dynamique de négociation longue avec Poutine pour une raison qui est simple. C'est que, prenez le cas de l'Allemagne, il n'y a pas un seul terminal de GNL, parce que le problème, c'est que comme c'est des contrées lointaines, faire venir du gaz et du pétrole de schiste depuis les États-Unis, c'est-à-dire que vous devez le liquéfier, le transporter par bateau, et donc le regazifier à l'arrivée. Ce qui demande des terminaux GNL, c'est 500 millions de pièces. Il faut 3 ans pour en faire un jusqu'à preuve du contraire. Alors je veux bien qu'en travaillant jour et nuit, on peut dire qu'il en faut 2 ans, mais les 2 ans, il faut quand même les avoir. Et donc Trump était dans une dynamique de négociation à long terme que l'arrivée des démocrates a foutu en l'air. Bon, très bien. Résultat, Sleepy Joe s'est lamentablement vautré, comme d'habitude. Lui, c'est quand même professeur Lalouse. Il s'est vautré sur tout depuis les sénatoriales de la guerre du Vietnam. Donc il s'est vautré sur tout. Et sur le tarmac, en montant dans son avion.
Oui, c'est vrai en plus qu'il n'y a pas que ces raisonnements politiques qui sont bancals. Non, faut vraiment... Non, faudrait que le bon docteur Olivier Véran lui prescrive du Rivotril. On voit bien que la situation est inextricable sans diplomatie. Vous n'avez plus les hommes pour faire la guerre n'aurait pas de sens, ils vous tiennent énergétiquement, économiquement ils vont s'en remettre, et c'est vos propres populations que vous sanctionnez. Toute dynamique impériale est donc nulle et non avenue. Le nain Magyar, M. Sarkozy, l'a d'ailleurs déclaré sans s'en rendre compte, quand il a dit « Mais où est la multipolarité du XXIe siècle ? L'OCDE ne fonctionne pas, le G7 ne fonctionne pas, le G20, qu'il avait d'ailleurs impulsé ce crétin, ne fonctionne pas. » Il aurait pu dire l'Union Européenne, mais ça lui écorche trop la gueule. Eh bien, l'alternative, elle est simple. L'alternative, c'est celle-là. C'est une politique de reconnaissance, de vertu de force et de diplomatie, cet art des hommes civilisés. Autrement dit, une politique westphalienne. Une politique néo-westphalienne ou néo-gaulienne, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est la seule option qui est sur la table si nous voulons être quelque chose. Sinon, nous allons nous enfoncer dans la politique des petits mecs, donc ressentiment, sanction, inutilité, qui à la fin va retomber sur qui ? Sur les nôtres. Et ça aura été une défaite de plus pour l'Occident, ça ne fera pas le bonheur du peuple ukrainien. Tout ce que ça fera, c'est d'envenimer et de pourrir, et donc nous devons sortir par le haut de tout ça, et d'un côté, prendre cette horrible et tragique affaire comme quelque chose qui devait arriver, parce que de toute façon, ça devait arriver, pour que nous sortions par le haut de tout ça, et en sortir par le haut, c'est en sortir par l'ordre westphalien, ça nous permettra d'éviter la tension avec la Chine, ça nous permettra, si nous nous y prenons bien, d'éviter le problème avec Taïwan. Reconnaissance, équilibre des puissances, frontières, et n'oubliez jamais 2 exemples. Romulus et Rémus, et l'autre, la levée de la frontière belge par les nazis. Ce n'est jamais celui qui trace la frontière, qui passe du civilisé et à la barbarie, c'est celui qui la viole. Les bonnes frontières feront les bons voisins en Ukraine comme ailleurs. Et dernier, ultime petit point politique, un souverainiste français n'a pas à participer, nous ne sommes pas État parti. Il n'y a pas d'état de guerre entre la France et la Russie, il n'y a pas d'état de belligérance entre la France et l'Ukraine. Nous n'avons pas à participer à ça, nous devons utiliser le processus diplomatique et les bons offices pour que ça se traite sur une base civilisée westphalienne, que pour rebâtir la paix, Jacques Sapir a fait un exceptionnel papier sur cette notion de rebâtir la paix, et nous pourrons ensuite, repartir dans une dynamique, de développement et de diplomatie néo-westphalienne, loin de l'ordre impérial que la post-guerre froide nous a imposé, qui vient de prouver même plus sa nuisance, mais son inefficacité totale. Vous vous rendez compte que M. Zelensky est en train de se rendre compte qu'il est un commandant de l'armée du Sud-Vietnam abandonné au Viet Cong. Donc, il n'y a plus de logique impériale sur la table. Les peuples doivent replanifier le Sapir, doivent replanifier leur développement et, je dirais, leur maturité anthropologique pour être dans un monde de paix. Et qu'est-ce que la paix ? C'est un horizon partagé de guerre où on a trop le sens du réel pour quitter la position de l'homme armé qui fait de la diplomatie parce qu'il est armé et qu'il sait ce que vaut le pouvoir des armes, et non du petit excité impérial qui serait infoutu de tirer au revolver pour sauver sa propre vie, qui n'a que le mot guerre à la bouche parce qu'il a trop joué à la Nintendo. La paix, ce n'est pas l'irénisme. La paix, c'est l'équilibre d'hommes sérieux, adultes et armés.